Bonjour tout le monde, mon nom c'est Joanne Whitmore, je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie d'HEC Montréal. Donc, bienvenue à notre webinaire pour le lancement de notre rapport en collaboration avec le gouvernement du Québec sur la transition municipale, la transition, énergétique des petites et moyennes municipalités au Québec. Donc, le rapport, c'est en fait un rapport de synthèse d'atelier qu'on a tenu le 28 mai. Et donc, on va vous présenter essentiellement les grandes lignes qui sont ressorties de ce rapport-là, puis je vais faire aussi une mise en contexte. On a aussi comme invité pour faire le mot d'ouverture Virginie Moffett, qui est une directrice au bureau de la transition climatique et énergétique du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs. Donc du gouvernement du Québec. Donc, elle va nous faire une petite mise en contexte d'où le gouvernement s'oriente par rapport à les différentes initiatives concernant les municipalités au gouvernement. Et puis après ça, ben, on va avoir une période, donc on va avoir une période d'environ 30-40 minutes de présentation, suivie de 10-15 minutes de questions à la fin. Si vous avez des questions, en bas de la page de la page web, en fait, il y a un QR, donc questions et réponses. Donc, vous pouvez déjà écrire vos questions au fur et à mesure et on va les prendre à la fin. Donc, sur ça, en fait, je vais laisser le mot d'ouverture à Virginie, puis je vais prendre ensuite la parole pour la présentation. À toi, Virginie. Oui, bonjour à tous. Donnez-moi juste un petit instant à retrouver ma présentation. Euh, voilà. Bonjour, vous voyez bien mon écran, Joanne? Oui, merci. Parfait. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Joanne. Bon nom, comme tu l'as dit, Virginie Moffett. Je suis du ministère de l'Environnement. Puis, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour justement revenir sur cet atelier du 28 mai dernier. Comme vous savez, le gouvernement du Québec, plus particulièrement le ministère de l'Environnement, au cours des dernières années, soutient la chaire en énergie là, HEC pour la production de l'état de l'énergie et des ateliers et documents réflexifs là, à chaque année. Donc, cette année, la thématique est évidemment celle sur la transition énergétique des municipalités petites et moyennes. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de revenir là-dessus, puis je vais rester aussi tout au long du webinaire. Donc, comme vous savez, le gouvernement du Québec est engagé depuis plusieurs années dans la transition énergétique. On peut compter évidemment sur le financement en fait, sur le marché du carbone dont les revenus servent au Fonds d'électrification et de changement climatique, qui nous permet de financer une panoplie de mesures. Dans la présentation, là, vous voyez le schéma que j'avais présenté aussi lors de l'atelier du 28 qui avait fait réagir. Fait que j'ai décidé de le remettre aujourd'hui, essentiellement pour vous dire que, pour ceux qui n'étaient pas présents, là, que évidemment, l'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique s'articule actuellement autour de trois grands axes qui vont de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui inclut évidemment la transition énergétique. Ça va jusqu'à l'adaptation au changement climatique, en passant évidemment par le soutien aux différents acteurs de la transition. Acteurs de la transition qui sont des OBNL, des entreprises et évidemment des municipalités. Une des actions une des actions phares du gouvernement du Québec des dernières années en cette matière-là, c'est évidemment, comme vous savez, le lancement du programme Accélérer la transition climatique locale, qui vise non seulement l'élaboration de plans climat, donc qui comprennent à la fois un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et une appréciation de risque, mais également une planification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation. Donc, ce programme-là est ordonné là, de manière conjointe aussi avec le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est responsable pour sa part des volets 2 et 3, qui visent la planification et la mise en œuvre justement des plans climat.
Et puis, je vous ai mis le tout dernier volet là, qui n'était pas lancé au moment de l'atelier, mais qui concerne plus particulièrement des projets prioritaires en adaptation. Donc, évidemment, le programme est cohérent avec le plan de mise en œuvre de la politique en aménagement et, euh, et architecture et aménagement du territoire, pardon, puis également une autre mesure phare en cette matière qui sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Je vous ai mis l'une d'elles qui touche particulièrement la planification intégrée des transports, parce que ça a quand même une incidence, et également la consolidation des milieux de vie, parce que ça a incidemment une conséquence sur la consommation énergétique. Et aussi, pour vous dire que ce travail-là est aussi fait de manière conjointe avec nos collègues du ministère des Transports, donc de la mobilité durable, non seulement en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, parce que le ministère le ministère de la Mobilité durable, pardon, va lancer au courant de 2027 un guide qui s'adresse au MRC qui va viser justement à les aider à faire une planification intégrée de l'aménagement et du transport, mais également parce que c'est un ministère aussi qui gère là, une panoplie de programmes en matière de transport des personnes et marchandises et qui sont également là, financés par le Fonds d'électrification et de changement climatique. Donc, pour terminer, le panorama, évidemment, en matière, c'est très rapide, là, en matière de soutien aux municipalités à la transition énergétique, évidemment, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques est également une mesure phare qui n'était pas lancée au moment de l'atelier, mais qui l'a été, comme vous le savez, là, à la toute fin du printemps. Donc, qui est cohérente, évidemment, avec l'atteinte de la cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035 et qui vise aussi les mêmes objectifs en matière d'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et qui mise également sur l'innovation. Donc ben, je suis, comme je vous disais, très heureuse d'assister à cet atelier aujourd'hui. C'est vraiment une occasion aussi pour le gouvernement, cet atelier-là, parce qu'il y avait des collègues également du ministère des Affaires municipales qui étaient présents. C'est vraiment un moment aussi important pour avoir un pas de recul, constater les besoins qui émergent à la fois des experts, des praticiens du milieu. Ça nous permet d'avoir aussi un meilleur panorama des besoins, comme je le disais, mais en matière de réglementation, en matière de données, en matière de gouvernance. Le guide qui va en découler, on estime que c'est un pas de plus vers cette transition-là. Donc, sans plus tarder, Joanne, je te recède la parole, puis ben, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Virginie. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation, Virginie? Très bien, Joanne. OK, parfait. Donc, ben, merci. Je vais essayer de faire mon mieux à pouvoir tout couvrir en 30 minutes ou 30-40 minutes, j'espère. Donc, l'atelier qu'on a fait, le titre, c'était Accélérer la transition énergétique dans les petites et moyennes municipalités du Québec. Quelle action pour soutenir les décideurs locaux? Donc, on avait vraiment un envie de plonger dans la réalité des municipalités, puis voir s'il n'y avait pas des pistes pour accélérer les initiatives qui sont bonnes, mais qui doivent aller plus loin dans les prochaines années. Donc, évidemment, ce projet est une collaboration comme la majorité des projets qu'on fait avec le gouvernement. On a comme collaborateur, on avait évidemment Virginie pour toute l'équipe du MELCC, mais aussi on a eu des bons commentaires des équipes du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Et on avait aussi plusieurs conférenciers pour la moitié dont je vais vous expliquer tout à l'heure le format de l'atelier. Donc ça, c'était tout les conférenciers qui ont aidé à
essentiellement mettre la table pour la préparation des participants aux tables qu'on a fait dans la deuxième moitié de la journée de notre atelier. Donc, évidemment, on remercie aussi tous les participants parce que on n'aurait pas pu faire ce rapport sans eux. Donc, juste pour la présentation, c'est vraiment, on fait juste faire un survol du contexte du mandat de l'atelier. Ensuite, on va juste plus vous exprimer qu'est-ce qu'il y a dedans le rapport, parce que c'est un outil à la fin de la journée. Ce que je vous présente ici, c'est comme un avant-goût en espérant que vous allez aller aussi ouvrir le PDF et le lire, parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Donc, on va faire quand même juste les grands éléments qui sont ressortis, mais je vous invite fortement à aller voir la matière qui est ressortie, là, qui est quand même très riche, et ensuite, juste faire une petite conclusion pour les pistes ou les prochaines étapes. Donc, juste pour décrire l'atelier, c'est une formule gagnante qu'on utilise déjà depuis longtemps avec le gouvernement. Là, je pense qu'on est rendu à notre 8e atelier dans ce genre de type de format-là. Ça a eu lieu, comme j'ai exprimé, au mois de mai 2026. On avait 56 intervenants de différents niveaux décisionnels qui sont des universitaires, des gens du gouvernement, des différents paliers gouvernementaux, mais aussi de différents ministères. Donc, tant pour les municipalités, pour le municipal, pardon, pour le provincial. Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'on avait quand même quelques personnes qui travaillent plus à l'échelle fédérale. On a beaucoup de professionnels, des gens qui collaborent, qui travaillent, des associations comme la Fédération québécoise des municipalités, l'UMQ, donc qui est l'Union des municipalités québécoises. On avait aussi des gens qui sont plus au niveau de la recherche ou bien dans des associations pour appuyer les élus comme le caucus écologique municipal. Donc, on a vraiment toute une diversité. Si vous allez en annexe 1, en fait, du rapport, vous pouvez voir la liste complète des participants. La structure, c'est assez simple. On a c'est un atelier d'une journée où on a des conférences de cadrage avec 12 conférenciers dont je vous ai montré tout à l'heure, puis suivi des tables rondes. Puis les tables rondes, c'est 6 tables avec une dizaine des participants qui vont répondre à 8 questions. Puis à partir de ça, on va prendre toutes les réponses qui viennent des 8 tables pour faire une synthèse. Puis on essaie de retrouver c'est quoi les éléments qui convergent entre les différentes tables parce qu'ils ont tous répondu aux mêmes questions pour ensuite voir comme c'est quoi les éléments en fait saillants qui revient. Nonobstant, là, c'est quoi la combinaison, si on veut, des différents participants aux tables. Comme on a expliqué, évidemment, c'est un rapport qui est fait en collaboration avec le gouvernement, dont on remercie évidemment leur participation et leur soutien dans toutes nos initiatives. Donc, le mandat qu'on avait spécifiquement, c'était d'identifier des pistes pour améliorer l'alignement entre les priorités provinciales et municipales pour accélérer la transition énergétique. Ici, quand on parle de transition énergétique, on pense au sens large. Donc, ça peut être autant du côté de la consommation que de l'aménagement, quand on est en train de retravailler, voir si on peut justement rendre la mobilité plus durable par des moyens dans l'aménagement, que ça pourrait être aussi des projets d'énergie qu'on va de plus en plus développer dans les régions, comme les projets d'éolien, de gaz naturel renouvelable, solaire, etc. Ça peut être aussi des projets de réseau, de chaleur, etc. Donc, il y a vraiment, on voulait garder la possibilité de cette ouverture-là parce que souvent, quand on parle de transition, on pense plus consommation, mais vraiment, il va y avoir plusieurs dimensions qu'il faut réunir pour la filière municipale. Les enjeux abordés dans les tables rondes, comme ça, il y avait 8 questions. Ça a donné lieu à 26 pistes. Je sais que pour certains, c'est beaucoup. Je me sens toujours embêtée on en fait 10, puis là, on enlève plusieurs nuances, ou bien est-ce puisqu'on a quand même 56 personnes autour de la table, on essaie de profiter de ce rassemblement, puis je dirais, ce savoir collectif-là pour faire ressortir le plus d'éléments. Donc, il y a 26 pistes, mais c'est quand même qu'il y avait 8 questions. Donc, les thèmes abordés, c'était la gouvernance de la transition municipale, les connaissances ou l'accès, puis les outils qui sont à la disposition des décideurs, de comprendre aussi c'est quoi les conditions gagnantes pour réussir l'accélération de la transition énergétique dans les petites et moyennes
municipalités. Après, on regardait les options pour l'optimisation de la coordination entre les municipalités et les différentes instances, que ce soit gouvernementales ou autres, dans le contexte de la transition. Ensuite, on avait regardé ou posé des questions par rapport aux ressources et aux approches à développer pour aller plus loin au-delà de ce qui existe déjà. Évidemment, le financement, c'est crucial, autant pour l'industrie que les municipalités que les citoyens. Donc, c'était une question aussi importante pour voir c'est quoi les différentes innovations dans le domaine du financement pour accélérer la transition. Ensuite, la question des données et des expertises à leur portée pour les aider dans leur planification. On sait que les données, du moins à la chaire, déjà qu'on fait l'état de l'énergie au Québec, c'est vraiment pas facile d'avoir des données à des niveaux plus désagrégés. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Et finalement, on voulait voir s'il y avait peut-être des suggestions pour les approches à la concertation. Donc, peut-être avant de rentrer directement dans le rapport, c'est quand même important de mettre peut-être un peu en contexte là, pour la transition énergétique pour les municipalités. Donc, on sait que les municipalités occupent un rôle très stratégique étant donné leur proximité avec les citoyens. Donc, c'est vraiment eux qui peuvent avoir le pouls de qu'est-ce qui passe pas, qu'est-ce qui marche pas. C'est aussi, d'un côté, ceux qui sont très rapidement vulnérables aux impacts. On pense à l'érosion des berges, les îlots de chaleur, les enjeux de santé pour les citoyens, etc. Sont vraiment en première loge pour ça, mais ils peuvent aussi être des responsables importants des leviers de GES. Donc, il y a aussi tout le transport, comme comment on va faire l'aménagement, ça va faire en sorte qu'on est dépendant ou non, par exemple, de nos voitures, ce qui peut avoir des impacts sur les GES. Donc, ils peuvent aussi contribuer au GES, si on veut, d'une certaine manière. Et évidemment, là, avec ce qu'on propose avec les distributeurs pour surtout Hydro-Québec avec le plan d'action 2035, par exemple, les municipalités vont être appelées à devenir vraiment des acteurs clés pour le développement de projets énergétiques. Ils vont aussi, le gouvernement aussi, de plus en plus d'attentes quant à leur rôle pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques du Québec. Fait qu'on a des exigences, comme montrait Virginie, là, qui augmentent à travers différents ministères. Évidemment, on a le projet de ATCL qui est en lien, si on veut, avec le PMO, donc le plan de mise en œuvre du plan d'économie verte, avec la cible de moins 37,5 %. Là, maintenant, ça a été repoussé à 2035. Donc, il y a tout. Il y a le ministère de l'Environnement, après, tu as le PGIR au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ensuite, il y a les OGAT qui sont au MAMAGE, donc au ministère des Affaires municipales. Puis, on a le ministère des Transports avec sa politique de mobilité durable. Donc, il y a beaucoup de choses là qu'il faut naviguer dans tout ça, qu'il va falloir s'assurer qu'il y a un fil conducteur pour que les municipalités puissent s'y retrouver puis qu'ils n'ont pas à dédoubler les efforts. Mais en même temps que ces exigences-là augmentent, il n'y a pas toujours une évolution cohérente, si on veut, avec les pouvoirs qui restent limités pour les municipalités. On fait souvent référence à les municipalités comme étant des créatures de la province parce qu'ils doivent demander souvent des approbations. Donc, il y a un paradoxe là ici. On veut qu'ils fassent plus, mais on n'est pas toujours en train de leur donner les moyens. Donc, par rapport à l'alignement entre les deux visions, objectifs, ici, c'est grosso modo juste au niveau de la province, ce qui est important, c'est d'assurer que les collectivités québécoises, principalement les MRC, disposent d'un plan climat sur leur territoire d'ici 2027. Donc, c'est un peu l'objectif que vise du moins le MLCC pour pouvoir permettre d'avoir une approche cohérente pour atteindre les objectifs climatique, mais si on va du côté des municipalités, c'est vraiment eux ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que la transition, c'est pas un fardeau, mais plutôt un levier qui va assurer la création de milieux de vie complets, puis qui sont résilients, puis aussi que ça va permettre d'avoir une progression qui leur permet de développer des projets et des choix durables dans leur communauté pour améliorer la qualité de vie. Donc, eux, c'est vraiment on veut la transition, mais il faut que ça rime aussi avec nos obligations, puis envers nos citoyens, puis la communauté des affaires, etc., sur leur territoire. Tandis que les provinces sont plus en train d'avoir une approche par rapport à des exigences que le gouvernement leur propose, mais
il y a beaucoup de nuances des fois qui ne sont pas toujours arrimées. Donc, juste quelques défis comme ça, là, évidemment, dans le rapport, il y a déjà des éléments là, qui ont été abordés, mais c'est surtout dans le contexte, la raison qu'on voulait se concentrer sur les petites et moyennes municipalités, c'est parce que comparativement à des grandes communautés métropolitaines, par exemple, comme Montréal, aussi des régions comme Gatineau, etc. Ils ont vraiment des ressources limitées. Ils n'ont pas tout le temps les expertises à l'interne ou accès à des expertises indépendantes. Il y a un manque de données, les contraintes de financement, la gouvernance qui peut être qui n'est pas toujours disposée aux enjeux de transition énergétique. Puis après, ben, tous les processus de consultation là, qui peuvent devenir très, très onéreux. Il y a la complexité et la lourdeur des démarches de transition qui peuvent être importantes quand ils doivent après ça faire appel à différents acteurs ou des initiatives entre les MRC, après le provincial, puis après le fédéral. Donc, il y a toute une démarche là, aussi qui peut des fois être un peu intense pour les petites et moyennes municipalités. Il y a plusieurs priorités à gérer simultanément. Donc, la transition, ça se trouve où dans tout ça quand il y a d'autres urgences, comme les crises de logement, des enjeux par rapport à des emplois, d'autres régions que ça va être plus au niveau de l'agriculture. Fait il y a toutes sortes de... C'est pas facile de mettre ça comme priorité si on peut pas trouver son compte. Ensuite, il y a toute la diversité des réalités régionales qui nécessitent des approches différenciées parce que entre une municipalité qui a 10 000 personnes puis l'autre qui en a 100 000, il va y avoir des capacités très différentes. Et c'est ça, entre autres, une des problématiques, c'est que l'attente gouvernementale est souvent uniforme, nonobstant, si on veut, de la capacité municipale. Je pense qu'il y a un travail qui se fait pour de plus en plus améliorer cet aspect-là, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours évident. Puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est une diapositive qui avait été présentée par un conférencier lors de l'atelier. C'est Alain Desjardins qui était anciennement justement le maire, qui a été maire et directeur général des municipalités au Québec. Et c'est lui qui avait présenté de façon très intéressante, je trouve, l'inégalité, si on veut, des capacités municipales dans le contexte de la transition. Donc, je vous invite vraiment à voir ça. Je trouve que ça le résume extrêmement bien. Sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup de barrières aussi à lever. On peut penser au cadre législatif, fiscal, réglementaire, la gouvernance des données, la collecte des données qui est, à mon avis, très, 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 je dirais, déficiente au Québec. Il y a des stratégies de financement qu'on doit adapter aux réalités locales qui vont être propres aussi à chaque différents types, si on veut, de municipalités là, par leurs caractéristiques, leur profil économique. Il y a souvent, on va avoir besoin de faire de plus en plus un passage de l'adaptation climatique à l'atténuation parce que je pense qu'il y a une maîtrise qui se fait qui est quand même relativement très bien au niveau des enjeux d'adaptation climatique. Il y a du financement pour ça parce que évidemment, les impacts liés aux inondations, tous les enjeux climatiques extrêmes qui vont avoir des impacts réels, ils doivent réagir très rapidement, mais l'atténuation doit se trouver aussi à être importante étant donné que ça peut aussi amener aussi des améliorations pour la population. Donc, puis après ça, il y a la limite des actions municipales sur les GES qu'on considère non coopératifs. Quand on parle de GES coopératifs, c'est celles qui sont liées vraiment aux installations, si on veut, municipales, que ça peut être les bâtiments institutionnels comme les bibliothèques, etc., les parcs automobiles ou autres là, qui peuvent disposer. Donc, ils ont beaucoup plus de facilité à pouvoir gérer ça que d'autres émissions qui sont hors de leur contrôle, comme celui du transport individuel de l'industrie ou encore certains éléments résidentiels. Alors, finalement, il y a l'acceptabilité sociale qui va être une autre barrière. Là. Il faut vraiment trouver une façon d'engager les citoyens dans la transition de manière à ce qu'ils trouvent leur compte, puis aussi qu'ils ne se sentent pas comme ça va être un fardeau additionnel, là, comme quand on pense, par exemple, à communiquer les retombées si on met en place une mesure d'éco-fiscalité. Donc, les conférences de cadrage, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est juste pour
mentionner qu'il y en a plusieurs. Tous les résumés des conférences qui étaient extrêmement intéressantes et les présentations PowerPoint sont disponibles dans le rapport. Donc, je vous invite fortement à les consulter parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations qui peuvent être utiles. Et donc, on avait, comme mon collègue Pierre-Olivier, qui a fait un portrait des GES et de l'énergie des municipalités. Virginie qui a présenté les priorités gouvernementales, un peu comme ce qu'elle a fait tout à l'heure. On avait Myriam Trudel de la Fédération québécoise des municipalités qui a parlé des priorités pour les petites et moyennes municipalités dans le contexte de la transition. On a les distributeurs, donc Hydro-Québec et Énergir, qui ont aussi mis de l'avant leur perspective de la transition municipale pour les distributeurs. On a Amelia Picard qui a mis de l'avant une perspective très intéressante sur la mobilité durable en région, parce que c'est souvent un défi. On parle souvent de la mobilité durable, mais évidemment, ce qu'on peut faire à Chibougamau ou à Gaspé, ça ne peut pas être la même chose qu'on va faire à Montréal. Et les projets qu'ils ont fait concrètement sont extrêmement intéressants. Puis ensuite, on avait Fanny Tremblay, Rasico, qui est professeure à l'ENAP, qui a présenté sa recherche, puis un cadre, le pouvoir, si on veut, des contrôles municipaux dans le contexte de la transition avec les pouvoirs fiscaux. Elle a tout un tableau là, qui montre, là, c'est très intéressant. Je vous invite là, à voir ça, qui montre quelles mesures fiscales avec les différents impacts, puis qu'est-ce qui a le plus de potentiel ou non, etc. Ensuite, pour la deuxième partie des conférenciers, on avait on adressait plus les défis. On avait, entre autres, Martin Lepron, qui est un conseiller municipal à Basile-le-Grand. C'est là où on avait eu, par exemple, la proposition du projet de Norvolt. Super intéressant. Il a vraiment discuté de qu'est-ce que les municipalités, on entend par des milieux de vie complets. Puis je pense que c'est une notion qui a vraiment besoin d'être comprise de façon plus globale pour mieux arrimer, si on veut, les enjeux puis les actions en transition énergétique. On a Alain Desjardins, comme je disais, qui est un ancien maire et DG là, des villes de Candiac, qui est de Plessisville, qui a parlé de la gouvernance, la finance, les réalités régionales. Paul Germain, qui, comme maire de Ville de Provo et président du caucus écologiste municipal, a parlé des cultures de collaboration et d'apprentissage pour l'engagement. Nicolas Fecteau, qui est coordonnateur des tables des conseillers et conseillères scientifiques en chef municipaux du Québec. Donc ça, c'est rattaché au FRQ, donc le Fonds de recherche québécois. Très intéressant de voir comment on peut arrimer justement la recherche universitaire ou autre au service, si on veut, des municipalités, surtout quand il y a des projets qui arrivent, puis qu'il y a des promoteurs, puis que les municipalités auraient besoin d'avoir aussi des experts indépendants. C'est peut-être à ce moment-là que ça peut être utile. Et ensuite, on avait Ross Linden Fraser de l'Institut climatique du Canada qui nous a parlé de l'importance de prendre en compte les coûts évités qui sont liés à l'action climatique. Bon, donc maintenant, on tombe dans les constats. Donc, il y en a 8. Je regarde juste l'heure. Donc, OK, il me reste une demi-heure, tout est correct. Donc, pour la première question, c'était de voir finalement c'était quoi le niveau de satisfaction, si on veut, des participants qui étaient autour des tables rondes par rapport à l'état actuel du cadre qui est en place pour orienter, si on veut, la transition énergétique comme le cadre provincial. Donc, la réponse globalement, je dirais que le niveau de satisfaction, il était plutôt faible parce que les raisons qu'on mettait de l'avant, c'était que souvent, on ne ressent pas qu'il y a une cohérence et une prévisibilité des politiques publiques entre les différents ministères. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est pas tout le temps. Ça peut être, c'est pas annoncé en même temps comme voici pour le ministère de l'Environnement et qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour les autres initiatives qui concernent les municipalités dans d'autres ministères. Donc, il y a cette incohérence-là qui est un peu insécurisant, qui fait que c'est pas toujours facile. L'approche gouvernementale, c'est encore très top-down, donc on sent que c'est éloigné de la réalité du terrain. Encore l'enjeu des capacités municipales limitées ou inégales fait en sorte que on ne sent pas qu'il y a toujours un arrimage là, qui se fait entre les réalités des municipalités puis ce qui se propose au provincial.
Le manque d'accès à des données énergétiques fiables et des outils de planification, c'est très important pour les petites et moyennes municipalités. Ils ont tellement d'autres choses, d'autres urgences à régler qu'il faut leur donner, pour leur donner la chance, il faut leur donner aussi les outils. Puis ensuite, certaines mesures et cadres réglementaires qui sont jugés inadéquats ou mal alignés. Donc, on aurait besoin d'avoir une modernisation. Donc, évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez que ces éléments-là, c'est important. Puis, dans le rapport, vous pouvez avoir plus de profondeur puis de détails pour chacune de ces raisons-là. Par rapport au niveau des connaissances, donc on voulait évaluer comment les participants trouvaient que ce qu'était le niveau de connaissance au sein des petites et moyennes municipalités par rapport aux programmes financiers, les outils, les guides et autres mesures qui sont à leur disposition. Généralement, c'était un peu mitigé. Les réponses, il y en avait qui trouvaient que c'était correct, donc moins. Mais généralement, c'est en fonction finalement des municipalités dans mesure que les connaissances vont être inégales parce qu'il y a certaines municipalités qui peuvent s'intéresser davantage à la transition. Pour eux, c'est important, tandis qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore rendus là. Fait que c'est beaucoup fondé sur la priorité qui est accordée par les différentes municipalités, si oui ou non le niveau de connaissance est élevé. D'autres éléments au-delà de ça, qui peut être un enjeu, c'est la complexité des programmes. Il y en a plusieurs. Fait que souvent, c'est difficile à naviguer dans une offre d'outils, justement, où il peut y avoir des critères qui sont lourds, la reddition de comptes est exigeante. Donc, tout ça fait en sorte que les connaissances ou les moyens ne sont pas toujours bien compris. Aussi, ce qui était observé, c'est que les municipalités maîtrisent beaucoup mieux les enjeux d'adaptation que ceux liés à l'atténuation des GES ou à l'énergie, puisque l'adaptation, souvent, ça va venir, comme j'expliquais, adresser un enjeu qui est urgent, qui est immédiat et qui doivent régler à court terme versus l'atténuation ou la transition énergétique qui peut avoir une approche beaucoup plus long terme. Il y a aussi un écart entre la planification et les actions. Donc, les municipalités savent quoi faire souvent, mais manquent de repères, de temps ou de soutien pour passer à l'opérationnel après avoir élaboré des plans climat. Donc, il y en a qui font des plans, mais après ça, pour le mettre en œuvre, c'est là qu'il y a souvent un écart. Puis ensuite, c'est ce qui expliquerait aussi que le niveau de connaissance, c'est peut-être pas toujours optimal, c'est qu'il y a un besoin d'accompagnement beaucoup plus structuré dans les petites et moyennes municipalités. Donc, par exemple, ça va revenir souvent là, dans d'autres éléments. Il y a une demande pour des guichets uniques, des ressources centralisées. Ils ne veulent pas devoir avoir à passer à travers différents ministères, même s'il y en a des efforts, effectivement, à travers le MAMACH, par exemple, pour centraliser certaines informations, mais quand on parle des programmes, des fois, ce n'est pas toujours facile. Puis aussi de trouver une façon de mutualiser davantage les connaissances, les données, la formation pour améliorer justement le niveau de connaissance des outils. Pour la troisième question, on demandait essentiellement quelles conditions ou éléments contextuels doivent évoluer pour mieux aligner les priorités municipales, provinciales dans le contexte de la transition. Donc, ce qui revenait finalement entre les 6 différentes tables, on voyait que c'était important de mettre en place un cadre stratégique et réglementaire cohérent pour moderniser les règles, assurer, comprendre les rôles, puis rendre les données énergétiques plus accessibles dans la prise de décision de l'action municipale. L'autre condition, c'était de renforcer les capacités financières et opérationnelles des municipalités. Donc, on parle de trouver d'autres outils au-delà de juste la taxe foncière, par exemple, puis certains incitatifs, là, comme par exemple PACE. Donc, c'est un programme qui vise à financer l'efficacité énergétique dans les maisons résidentielles ou en tout cas les bâtiments résidentiels sur un territoire municipal. Donc, ça fait longtemps, en fait, que je dirais plusieurs années, que non seulement des municipalités, mais des acteurs, dont nous-mêmes à la Chaire, on encourage fortement le gouvernement du Québec à pouvoir permettre ces programmes-là pour accélérer la transition. Ça se fait déjà dans d'autres
provinces canadiennes. Donc, c'est vraiment une question de technicalité juridique, là. Donc, mais bref, puis aussi, il faut simplifier les programmes en soutenant la mutualisation des ressources. Donc, ça, les petites et moyennes municipalités n'ont pas tout le temps des équipes comme les plus grandes municipalités pour passer du temps exclusivement à ça. Donc, simplifier les programmes, ça l'aiderait. Ensuite, il faut intégrer pleinement la transition énergétique dans l'aménagement du territoire en alignant les schémas d'aménagement, donc les OGAT, les infrastructures, les projets d'infrastructure, puis les décisions de mobilité avec des objectifs de réduction de GES. Donc, pour l'instant, comme Virginie mentionnait, le MAMACH a fait des mises à jour des schémas d'aménagement. C'est vrai qu'il y a des grandes orientations, dont celle sur la mobilité, et il y en a une dernière qui est plus orientée vers les projets d'éolien, donc qui demande aux municipalités d'actualiser en fait la réglementation pour, dans l'éventualité d'avoir des projets éoliens sur leur territoire. Mais il n'y a pas juste des projets éoliens, par exemple. On pourrait faire des projets solaires, on pourrait faire des réseaux de chaleur, il y a des projets pour les régions qui sont plus agricoles avec la biométhanisation, etc. Donc, on aurait besoin de s'assurer que les OGAT puis les orientations soient aussi plus d'actualité avec les projets qu'on va avancer. Surtout aussi au niveau quand on regarde le PGIR avec les objectifs pour différentes filières énergétiques. Finalement, il y a accroître l'acceptabilité sociale et l'engagement citoyen qui va être tout un défi. Il faut vraiment pouvoir communiquer les retombées de façon claire, avoir des communications transparentes, des consultations structurées. Et donc, il faudrait des accompagnements davantage pour les municipalités pour aller dans ce sens-là. Je ne rentrerai pas dans ça, mais dans le rapport, on voit encore plus en détail. Donc, on a des conditions qui sont transversales pour les différentes filières et ensuite, on a même un tableau qui montre des conditions par secteur plus précisément. Donc, pour le transport, pardon, le bâtiment, l'aménagement, les projets d'énergie, etc. Donc, encore une fois, je vous invite à lire ça. Pour la quatrième question, on regardait c'était quoi les options pour optimiser la coordination des acteurs. Donc, là, on peut parler de ministères, distributeurs, organismes, MRC, fédéral, il y en a beaucoup. Donc, pour ça, les recommandations qui ressortaient, c'était de centraliser la gouvernance en créant un guichet unique encore. On voit vraiment l'importance là, faut trouver une façon d'harmoniser, d'amener ça tout ensemble parce que s'il faut qu'il y ait dans toutes sortes de directions, ça prend beaucoup d'énergie, d'efforts, de ressources. Donc, il faut simplifier ça pour les municipalités. Réduire la fragmentation administrative, assurer la continuité des actions au-delà des cycles électoraux. Donc, on s'en va d'ailleurs en élection bientôt. On va espérer effectivement qu'on va pouvoir quand même maintenir une certaine continuité. Il faut renforcer l'action territoriale en outillant les MRC, les municipalités, donc pour que la transition réponde aux priorités locales et éviter les compétitions pour les enveloppes d'argent qui sont déjà limitées. Donc, vraiment, assurer qu'il peut y avoir une meilleure concertation, si on veut, à l'échelle des MRC, qui après ça peut se percoler, si on veut, aux municipalités pour que tout le monde soit sur la même page. Puis c'est vrai que ça fait pas de sens là, que des municipalités, comme quand on pense au transport, soient en compétition pour des enveloppes d'argent quand il faut le regarder de façon systémique. Donc, ça, c'était une très bonne recommandation. Il faut simplifier la coordination en centralisant la collecte de données. La donnée, ça va être essentiel. Donc, je pense que de façon prioritaire, le gouvernement doit vraiment, au minimum, à l'échelle des MRC, commencer à réfléchir aux données prioritaires qui ont besoin pour mettre en œuvre finalement les plans climat. Autrement, c'est un peu, il y a des actions qui peuvent se faire quand même. Là, on le sait par exemple que le transport, etc. Mais si on veut vraiment avoir une planification cohérente, il va falloir des données. Donc, ensuite, il faut accroître la capacité locale en renforçant les pouvoirs municipaux en planification énergétique et en établissant un leadership dans le secteur comme le transport, par exemple. Donc, évidemment, leur donner plus de pouvoir si on a plus d'attentes pour leur contribution pour atteindre les objectifs provinciaux. Pour la cinquième, c'est on regardait quelles ressources ou approches au-delà de factuel devraient être mises de l'avant. Donc, là, on parle de doter les municipalités d'une expertise indépendante, encore des outils centralisés. Donc, on voit centraliser, là, ça revient très souvent.
Je pense que l'approche pour les conseillers scientifiques comme comme les scientifiques en chef, là, de plus en plus qui commencent à se mettre en place dans des municipalités, c'est une très bonne initiative parce qu'après ça, c'est eux, ils peuvent aller dans leur réseau comme universitaires ou autres, dans leur réseau de chercheurs pour amener ensuite des informations non biaisées, indépendantes vers les décideurs municipaux. Une plateforme centralisée de données, encore une fois, puis pour aider à la décision. Il faut soutenir la formation des élus et des équipes municipales grâce à des formations dédiées, des capsules d'auto-apprentissage. Il y en a déjà, mais vraiment, ce qui semblait ressortir des tables, c'est qu'il faut vraiment aller plus dans cette orientation-là, étant donné que chaque fois qu'on a des élections, on peut avoir des nouveaux conseillers, puis tout est à refaire. Donc, il faudrait avoir une façon plus structurante pour s'assurer que les nouveaux élus puissent être mis à jour rapidement. Ensuite, renforcer la participation citoyenne en améliorant les processus de consultation, en créant des outils d'information, en assurant une transparence sur les retombées des investissements. Donc, autant si on a des mesures éco-fiscales qui peuvent avoir beaucoup d'enjeux d'acceptabilité sociale, ça va être vraiment important d'expliquer que si on fait ça, voici ce que ça donne, voici les coûts évités, etc. Donc, ces éléments-là, ils doivent être soutenus par un appui plus grand du gouvernement. Ensuite, mettre en place un écosystème régional d'appui pour accompagner la mise en œuvre des projets d'énergie et soutenir les approches territoriales comme la symbiose industrielle, les réseaux de chaleur. Donc, il y a déjà des initiatives qui se font, par exemple, à travers la Fédération québécoise des municipalités avec ma municipalité verte. Mais c'est de voir effectivement peut-être comment on peut aller aussi au niveau des MRC, d'avoir des volets là, dédiés aux projets d'énergie ou autres pour soutenir les municipalités. Le financement de la transition, le nerf de la guerre pour plusieurs, c'est très gros. Évidemment, il faut commencer à diversifier les mécanismes de financement, avoir des fonds dédiés, des outils flexibles. J'ai déjà parlé du programme PACE, mais on mettait aussi de l'avant comme exemple le Green Bank. Il y a aussi le projet déjà d'éco-énergie 360 avec la FQM, qui est un peu une forme de SOFIAC là, pour financer des projets, mais pour des bâtiments municipaux. Donc, ça existe déjà, mais ça serait de le bonifier, si on veut. Donc, le but, c'est essentiellement de réduire la dépendance à la taxe foncière comme étant le seul mécanisme de financement indépendant pour les municipalités. C'est sûr que la taxe foncière, c'est important, c'est ce qui permet de financer plusieurs autres éléments dans les municipalités, mais justement, ça se retrouve en compétition si on veut faire des projets, des fois, de transition. Et puis, des fois, c'est même contre-productif parce qu'il faut développer plus de bâtiments plutôt que de densification pour aller chercher plus de taxes foncières. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'autres sources. On parle aussi de la possibilité d'intégrer par exemple, des valeurs d'économie d'énergie ou des coûts évités dans la planification budgétaire pour mieux pouvoir justifier des mesures de transition. On a aussi renforcé tout l'aspect de l'écofiscalité municipale, donc élargir les pouvoirs fiscaux. Je pense qu'il y en a déjà là, des initiatives que le gouvernement est en train de faire là, à ce niveau-là, mais il faudrait quand même aller un peu plus loin puis créer aussi un catalogue de mesures fiscales qui est déjà pré-approuvé. Excusez-moi, j'ai un petit... Donc, ça, c'était une recommandation. Pardon, qui sortait des tables, c'est d'avoir un catalogue pour pas que justement les petites et moyennes municipalités qui sont peut-être pas toujours au fait, là, ils peuvent déjà voir, OK, ça serait pertinent, puis après, ils peuvent facilement le faire approuver ou l'aborder dans leur conseil, etc. Puis ensuite, de lier certains financements provinciaux justement à l'adoption de certaines de ces mesures-là, donc de rendre le financement conditionnel afin de s'assurer qu'on peut trouver des moyens pour stabiliser les revenus qui sont liés à la transition des municipalités. Ensuite, dernièrement, ce qu'on avait, c'était de moderniser les outils réglementaires et administratifs qui sont relatifs à la transition, donc des programmes de financement provinciaux, par exemple, pour que ça soit plus simple pour avoir accès au financement aussi fédéral, là, qui souvent doit être approuvé par le MAMACH avant de pouvoir passer de l'avant. Donc, beaucoup de bonnes idées aussi, plus en détail quand vous allez dans le rapport. Finalement, l'avant-dernière question, je regarde, donc 15 minutes, je finis rapidement. Donc, les données, c'est clair, il va falloir qu'il y ait des approches pour s'assurer qu'on ait une
standardisation de la collecte des données territoriales en transport, en aménagement, en bâtiment, afin d'offrir au MRC des outils là, qui permettent de faire des outils standardisés pour faire aussi pour faire une comparaison entre municipalités, des données, puis pouvoir remonter l'information, puis que ça soit pas compliqué là, parce que tout le monde a des différentes méthodologies. Donc ça va être assez important. Centraliser, ouvrir les données énergétiques régionales pour soutenir la planification, puis la transparence des projets énergétiques éventuels. Renforcer l'accès aussi à une expertise indépendante, comme on a déjà mentionné, pour appuyer les décideurs et les élus. Et finalement, l'approche à la concertation, ben, il y a beaucoup déjà des bonnes initiatives en place, mais ce qu'on disait, c'était peut-être de structurer justement des espaces de dialogue municipal où on peut avoir différents acteurs locaux, mais aussi de s'assurer qu'il y a une implication accrue du gouvernement provincial sur place pour vraiment légitimer et donner une stabilité là, aux initiatives des démarches. Là. L'implication citoyenne aussi va être vraiment importante, donc il faut vraiment trouver des façons pour assurer des modèles là, qui vont être pérennes pour aller impliquer puis rejoindre la population si on veut. Il y a déjà des exemples comme par exemple les collectifs comme l'Alliance de l'Est, là, que, à mon avis, je pense que c'est une bonne initiative qui va chercher les Premières Nations, les élus qui travaillent aussi à faire une diffusion de l'information auprès des citoyens, même s'il y a quand même, ça reste quand même des projets qui sont contentieux, mais je veux dire, au moins, ce genre d'alliance-là permet de s'assurer que les municipalités peuvent aussi être tributaires et avoir leur juste part dans les projets énergétiques. Et ensuite, s'assurer d'une synergie locale pour bonifier les initiatives existantes comme celle que j'ai déjà mentionnée. Donc, pour conclure, donc, la transition municipale avance. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça peut être complexe, ça peut être lourd, puis ça reste fragile face à l'incertitude politique. L'atelier qu'on a fait, je pense que c'était une excellente initiative. On a eu des très bons feedbacks des participants, mais il y a quand même des limites. Je veux dire, les pistes reflètent l'expertise des personnes qui étaient autour de la table. On a invité beaucoup de gens, mais on n'a pas pu avoir toutes les gens qui participent. Par exemple, je pense qu'il faudrait avoir davantage de gens des Premières Nations, ce qu'on n'a pas. On a envoyé l'invitation, mais on n'avait pas de réponse. Donc, puis il y a aussi certains enjeux qui vont demander qu'on ait plus de consultations approfondies et plus ciblées là, pour les creuser. Mais au moins, ça donne des pistes pour savoir dans quelle direction qu'on s'en va. Puis quand on va avoir des nouvelles élections, on espère que le prochain gouvernement va pouvoir au moins partir de ça plutôt que de commencer de rien. Puis la suite des travaux, comme expliquait Virginie, ben on travaille actuellement sur un guide de référence qui est destiné aux décideurs pour clarifier un petit peu l'écosystème de la transition énergétique, puis soutenir la mise en œuvre. C'est juste pour faire comme un peu un portrait, un snapshot où on est rendu, essayer de comprendre là, les différents paliers, tout ça, comment ça s'imbrique, les différentes mesures en place. Puis c'est vraiment un outil après ça qui, on espère, d'autres instances municipales vont pouvoir utiliser ou la FCQ, etc., pour aller plus loin avec ça. Donc, merci beaucoup. Le rapport est en ligne. On va mettre l'enregistrement aussi du webinaire en ligne et la présentation sera également disponible en ligne à ce site-là. On est prêt à prendre des questions. Donc, Virginie, je ne sais pas si c'est possible pour toi peut-être de revenir. Virginie? OK, oui, bon. Donc, je n'ai pas vu les questions pour l'instant. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est peut-être correct. Je vois juste quelqu'un qui dit une suggestion à implanter et d'intégrer des programmes de sensibilisation, de formation vulgarisée et d'éducation dans les écoles, les entreprises et les communications à la communauté. Ben, je pense que oui. Je ne sais pas si Virginie, il y a des trucs concrètement, rapidement, que tu sais que le gouvernement fait pour avoir des implantations dans de programmes de sensibilisation à la transition auprès des écoles, par exemple, ou des entreprises. Oui, mais en fait, je n'ai pas d'exemple concret sous la main maintenant, là, mais je sais que on finance là, via certains programmes, là, notamment Action Climat Québec, des initiatives en matière de sensibilisation qui touchent ce milieu-là.
Je pourrais pas vous les lister de mémoire, mais je pourrais mettre le lien vers le programme Action Climat dans la conversation. OK, parfait. Euh, il y a Robert Mercier qui demande la ville de Lac-Mégantic organise depuis 3 ans les rendez-vous de la transition a constamment des mesures de financement pour ces activités. Cet événement est en parfait accord avec cette présentation. Comment aider la tenue de cette importante activité régionale? Ben, je veux dire, encore une fois, je pense que ça, c'est ce que je comprends, c'est comment aider, comment avoir plus de financement. C'est comme plus trop clair, là, mais je veux dire, c'est peut-être justement le but, je pense, de ce qui ressort de l'atelier, c'est de trouver, d'avoir des, tu sais, on mettait de l'avant l'importance d'avoir des fonds dédiés pour justement soutenir, pas juste la mise la mise en œuvre, par exemple, ou la création des plans climat, mais aussi de soutenir les initiatives pour la planification, la communication, la sensibilisation. Donc, à mon avis, je pense que ça, c'est enregistré par le gouvernement. Après ça, est-ce qu'on va aller de l'avant pour s'assurer qu'il y a d'autres... Je ne sais pas, Virginie, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter concrètement? Ce que je pense qu'il essaie de voir, c'est de la possibilité d'avoir d'avoir plus de financement pour ce type de, de, de conférences qu'ils font, par exemple, pour les rendez-vous de la transition à Lac-Mégantic. Ben, en fait, je peux pas vous répondre sur le champ. Il va falloir que je consulte les Oui, collègues là, sur ce genre d'initiative-là. Moi, j'ai pas l'information. Je ne ça me réfère à rien comme soutien, mais je vais quand même m'informer là, avant de vous répondre formellement. OK. Quelqu'un demande est-ce qu'une modernisation du code du bâtiment ou autre règlement est prévue afin d'obliger ou de promouvoir la construction de bâtiments résidentiels éco-énergétiques ou partiellement éco-énergétiques? Est-ce qu'une taxation pour les maisons dépasse X mètres cubes pour moins de moins de nombre de personnes prévues? Les questions sont un petit peu génériques. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a dans le fond, la question, Virginie, c'est est-ce qu'il y a une modernisation du code du bâtiment qui est en vue? Ben moi, je peux déjà répondre en sachant qu'il y a quand même une annonce. Ben, en fait, le gouvernement a décidé il va avoir le code du bâtiment, puis il va avoir un code de l'efficacité énergétique. Donc, pour l'instant, je pense que c'est en train de, de, de se développer entre la régie du bâtiment, mais c'est le MELCC là, qui est en charge de confectionner ou en tout cas de valider ce nouveau code de l'efficacité énergétique. Je ne sais pas quand il va sortir, là, mais je peux peut-être, Virginie, tu as un peu plus de réponse à tout ça. Oui, bien, je peux vous dire que du côté du ministère de l'Environnement, il y a la réglementation sur la cotation qui est entrée, qui a été finalisée là, tout dernièrement, là, qui va permettre justement, qui va obliger, dans le fond, les propriétaires là, des grands bâtiments de déclarer leur consommation énergétique. Donc, ça va aller tranquillement vers un système de cotation. Puis, c'est vraiment là, les derniers développements là, au ministère au cours des derniers mois là, en lien avec la gestion là, de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Bon, quelqu'un demande quelle place à la collaboration avec les firmes de la transition énergétique décarbonation? Quelle place à des méthodes agiles, design, build? C'est très précis là, comme question. C'est Antoine Jans qui demande ça, mais je veux dire clairement, je pense que les firmes ou les consultants, ils vont avoir tout autant leur place, entre autres, par exemple, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union municipale québécoise, l'UMQ, ont eux-mêmes à l'intérieur de leurs associations un peu des aides ou en tout cas des agents des ingénieurs, etc., qui peuvent accompagner les villes dans l'élaboration, par exemple, des plans climat puis de différentes stratégies pour la transition énergétique. Après ça, il y a d'autres firmes indépendantes là, que vous pouvez aussi faire appel à tout ça. Donc, je ne vois pas vraiment
de contradiction dans tout ça, sinon le fait effectivement que ce sont des acteurs très importants pour accompagner les villes. Je pense que c'est juste de s'assurer que les municipalités qui sont plus petites ou des petites et moyennes municipalités n'ont pas toujours la capacité ou le financement comme les grandes villes pour aller chercher là, des firmes de consultation que des fois ça peut être très coûteux. Donc, c'est de trouver peut-être des moyens qui pourront s'arrimer avec la réalité finalement des ressources qu'ils disposent. Je sais pas, Virginie, as-tu un autre point de vue Non, là-dessus? non, j'ai pas d'autres compléments, Joanne. OK. Donc, après ça, on a Emmanuel Reflet, mon collègue, qui dit vous aviez identifié beaucoup de pistes. Quelles sont celles que nous pourrions vraiment promouvoir auprès des candidats aux élections? Ben, je veux dire, les pistes qu'on a identifiées, c'est vraiment par rapport aux réponses qui ont été mises de l'avant par les différents, les 56 participants dans les 8 tables. Donc, je me sentirais pas à l'aise de dire voici au nom du groupe les cinq priorités là, ou en tout cas les 5 pistes qui reflètent mieux ce qu'il faut mettre dans le cadre des élections. Mais je pense que ce serait un excellent exercice à faire, peut-être, Emmanuel, où dans le fond, il y a des gens qui peuvent aussi reprendre ce qui ressort du rapport et ensuite dire, ben, voici ce qui serait vraiment pertinent là, ou des urgences. Peut-être que ça serait pour chacune des 8 thèmes, ben, prendre un élément ou en tout cas reformuler autrement une des pistes pour qu'il y en ait 8 à la fin de pour avancer dans le contexte des élections. Mais je veux dire, juste comme ça, là, je me sentirais pas à l'aise de parler au nom du groupe. Mais je pense qu'il y a des possibilités avec la matière, effectivement, de pouvoir faire un exercice de résumé pour dans le contexte des élections. Je sais pas si je pense évidemment, Virginie, c'est sûr que tu peux pas répondre celle-là. OK. Donc, après ça, est-ce que les projets énergétiques, exemple parc éolien, seront inclus au plan d'aménagement? Si oui, de quelle façon? Donc, ça, c'est vraiment une question, je dirais, au niveau du MAMACH. Puis au plan d'aménagement, ben, les schémas d'aménagement, ils doivent normalement cadrer avec les OGAT, qui sont les orientations que doivent respecter finalement les municipalités lorsqu'ils développent leur plan d'aménagement. Mais puis, à ma connaissance, il y en a 9, si je ne me trompe pas, orientations. Puis la dernière concerne, entre autres, les parcs éoliens. Mais c'est pas spécifique à d'autres types de projets d'énergie. Je pense que c'est ça qui ressortait finalement de l'atelier, c'est que c'est un peu étrange d'avoir une OGAT aussi spécifique à seulement l'éolien et qui ne peut pas nécessairement s'adapter, être plus adapté à d'autres projets énergétiques. Donc, je ne sais pas si Virginie, tu as quelque chose d'autre à ajouter là-dessus. Non, mais c'est une très bonne réponse, effectivement. C'est au Mamache. Et puis, non, tous les éléments que tu mentionnes sont juste, Joanne. Puis, j'invite peut-être la personne à aller voir du côté là, des documentations qui sont, parce qu'il y a quand même passablement là, de documentation sur le site du Mamache en ce qui a trait aux orientations. Fait que je vous invite peut-être plus à regarder de ce côté-là, mais tout ce que tu as dit est tout à fait juste. Bon, excellent boulot, merci. Quelle serait la prochaine étape de ce travail? Prioriser quelques-unes des 26 pistes de façon à focuser et réussir. Absolument, Chantal Goyette, si les gens des municipalités ou dans d'autres rencontres, par exemple avec la FQM ou etc., ou je sais pas, dans le caucus écologiste ou je sais pas, d'autres instances municipales, souhaitent prendre ça, puis après ça, les distiller pour ramener ça à 10 ou 5 pistes qu'ils jugent qui sont les plus pertinentes. Moi, j'invite vraiment les municipalités à prendre ce rapport comme un outil, puis continuer à le faire vivre à travers leurs travaux. C'est ça à quoi ça sert. J'avoue que, puis j'ai eu cette discussion-là avec mon collègue
Pierre-Olivier, que j'apprécie toujours ses points de vue, très pragmatique, qui disait 26 pistes, c'est pas mal. Hein? Je suis d'accord avec lui, mais comme je dis, moi, de mon côté, je me sens un peu déchirée d'enlever la nuance. Mais après ça, je pense que c'est justement à vous, surtout si vous êtes dans le milieu municipal, de travailler avec ces pistes-là, puis les synthétiser de manière à ce qu'ils deviennent plus proches et plus pertinentes pour ce que vous tentez d'avancer. Donc, après ça, on a Karine Bois qui dit est-ce que le gouvernement envisage de donner plus de pouvoir aux municipalités en matière de boucle thermique, notamment en regard de la participation du privé dans des projets impliquant le municipal? Je ne peux pas répondre à cette question. Virginie, je ne sais pas si toi. Moi non plus. Non. Ben, peut-être reposer la question, puis ou ben, en tout cas, Virginie l'a noté, puis Oui. on pourra peut-être voir s'il y a une réponse qui peut vous venir. Je vais juste m'assurer de respecter. OK, on est déjà à 2 minutes après. Je prends une dernière question, puis après ça, ben, je vais remercier tout le monde. Là. Donc, on a Philippe Hardy qui dit est-ce qu'il existe des initiatives concrètes en cours de développement ou actives en termes d'accompagnement technique, de logistique des propriétaires du secteur résidentiel ou du petit commercial? Ces secteurs sont souvent mal équipés et informés pour faire les bons choix dans leurs actions en transition énergétique. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives en termes d'accompagnement technique, logistique pour les propriétaires de secteurs résidentiels? Ben là, c'est comme ça, c'est comme un autre volet, comme ce qui se passe au niveau municipal pour aider, soutenir les élus, qui est un petit peu plus l'orientation, je dirais, de notre étude. Puis ça, c'est comme une question plus au niveau des, des résidentiels, mais je pense qu'il y a des trucs qui se font à travers les distributeurs, à ce que je comprends. Puis je pense, Philippe Hardy, tu dois être tout aussi au courant, là. Puis il y a, je pense, des initiatives, évidemment, peut-être à travers les programmes du MELCC. Virginie, Oui, mais tu sais, je peux pas vous fournir honnêtement les détails, mais c'est cette question-là aussi, je peux la prendre en différé puis vérifier auprès de mes collègues ce qui existe là en termes d'accompagnement. oui. Donc, merci à tout le monde. Je suis désolée si on ne pouvait pas ça montre juste en fait qu'il y a beaucoup de questions que je pense qu'il va falloir qu'on ait d'autres opportunités pour avoir un dialogue de ce genre-là. Avoir aussi à mes côtés des gens, justement, des municipalités qui travaillent spécifiquement sur la transition énergétique, puis d'autres acteurs clés dans le milieu municipal. Ça montre juste qu'il y a beaucoup de travail constructif qu'on peut continuer à faire. Et j'espère que le travail qu'on a fait aujourd'hui va être utile pour les municipalités. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à nous revenir. Et comme je dis, la prochaine étape pour nous, là, c'est de faire le guide qui va être un peu plus un outil pédagogique qu'on espère qu'il va pouvoir servir comme un portrait d'où on est puis vers où on doit aller pour approfondir et accélérer la transition énergétique au Québec. Donc, sur ça, merci beaucoup et à une prochaine. Merci beaucoup.